frais, non? Attends, je sors une couverture de mon Gunna, tiens. Merci, Sam. Ah, attendez, j'allume un feu. Allez, chers auditeurs et auditrices, venez vous asseoir avec nous près de ce feu de camp virtuel autour duquel le père Callahan va nous conter son histoire. Aïe, compagnons Zéphiriel et Grand Poil. Aïe, tous les deux. Aïe. Bienvenue dans ce 34e épisode de la 19e Palabre. Aujourd'hui, on continue le tome 5 de La Tour Sombre, Les Loups de la Cala. On attaque la partie 2 qui est probablement, on l'a déjà dit, une de mes parties préférées ever de La Tour Sombre, et j'adore ce qu'on va raconter aujourd'hui. Donc on est toujours dans Contes et Récits et on lit les chapitres 1 à 3 inclus. D'abord, comme d'habitude, on commence avec quelques commentaires avec Pompon qui nous a dit « Aïe tout le monde !» sur le début du dernier épisode, grande question autour de l'allemand néerlandais. C'est vrai qu'on a eu ça. Toren en néerlandais signifie aussi tour, et Tor en néerlandais et en anglais et en DE en allemand signifie porte. Dutch c'est bien néerlandais. Par contre les Bosch néerlandais, je vois pas. Donc partir sur l'idée que le narrateur mélange un peu les deux, ça me va. Et Dead Hunter rajoutait aussi je plus sois grand poil, Dutch c'est bien les Hollandais, Toren c'est le même mot en allemand et en néerlandais. Historiquement ce sont les Hollandais qui se sont installés à Manhattan et dans toute la Nouvelle-Angleterre dans les années 1600 grâce au comptoir de la Compagnie des Indes et qui avait une population très importante dans cette région. Si vous avez vu Sleepy Hollow par exemple, c'est le cas. Et c'est vrai que du coup, moi quand j'ai réécouté l'épisode, je me suis dit, je suis restée fixée sur le fait que Toren était allemand, et en fait non, rien ni personne n'est allemand là-dedans. Il est, tout le monde est hollandais. On parle bien les Hollandais qui avaient Manhattan. C'est juste un problème de trad en fait. Il y a pas d'allemand dans l'histoire. Oui, ce qui est compréhensible pour nous Français quand on n'est pas rompu à l'histoire américaine du tout, oui. En fait. Je trouve. Oui. Et du coup, ça faisait des petites incohérences avec, vu qu'on rapprochait ça de Dutch Hill, ça faisait des petites incohérences. Ouais. Un commentaire de Anaïs Costa. Je me suis fait reprendre parce que fin juillet, j'avais noté dans le Discord, mais ça n'a pas été repris dans les podcasts suivants. Si c'est express, c'est ok. Si on part du principe qu'il n'y a qu'une tour, le monde du pistolero est donc unique. La quête de la tour aussi. Mais ici, on voit deux Jake, de deux mondes différents, mais ayant la même histoire. Les deux sont donc amenés à retrouver le pistolero et la quête de la tour, ce qui est illogique. Sauf si on part du principe qu'à chaque cycle, le pistolero tire un Jake différent d'un niveau différent, avec une rose différente. Dans ce cas, on pourrait même supposer que le but du pistolero serait de sauver la tour, mais aussi les roses de certains niveaux de la tour, et quand ce sera fait, il n'aura plus à subir deux cycles. Je ne sais pas si c'est clair, mais j'aurais aimé avoir votre avis machin. Et je lui avais répondu que j'avais sans doute oublié d'en parler, ou peut-être que je l'avais mis de côté parce que j'ai rien compris à la question. Du coup, je regarde mes camarades, j'espère qu'ils ont compris. Bon après, dès qu'on parle du monde clé et tout ça, c'est toujours compliqué, vraiment d'avoir une opinion, de savoir comment ça marche ou pas. Ouais. Je sais pas. Je pense qu'en fait, ce qu'elle veut dire, c'est que comme le monde de Roland est unique et qu'il recommence son cycle, et les autres sont que des multivers, il va chercher à chaque fois une autre personne. C'est pas un cycle complet à chaque fois pour le même Jack et ainsi de suite. Ce à quoi je ne suis pas d'accord, pour ma part. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce qu'il y a le monde clé, le monde ultime. C'est le monde de Roland. Le monde clé, pas le monde ultime. Ouais, mais oui. Le monde ultime, le monde clé, c'est là où il y a King. Oui. Et du coup... Attends, du coup, le monde ultime... Le monde ultime, c'est là où il y a la tour, c'est le centre de l'entre-deux. Oui. Et pour moi, c'est bien un cycle qui reprend Jack et ainsi de suite. Mais on n'a pas plus d'indices que ça, en fait. C'est plus une philosophie qu'autre chose de ma part. Alors, on a quelques indices. On en avait au début quand on se disait que ils apprenaient très vite à être des pistoleros, probablement, parce que c'était pas la première fois qu'ils l'étaient. Et ça revient... Exactement, et ça revient ici, je sais plus à quel passage, mais il me semble que je l'ai relevé, je crois que c'est Eddie qui se dit à un moment donné que tout paraît naturel, et je me dis, mais en fait ça te paraît naturel parce que c'est pas la première fois que tu fais ça, mais tu le sais pas, en fait il y a une espèce de mémoire, alors c'est même pas de la mémoire du corps ou quoi que ce soit, c'est une espèce de mémoire de multivers. Exactement, la mémoire du cas. C'est vraiment ce que j'étais aux Utopia ce week-end et j'ai vu une conférence sur le multivers et j'ai vu une conférence sur la mémoire et je me dis en fait il faudrait faire un crossover sur les deux, de savoir et du coup les versions de toi, est-ce qu'elles peuvent avoir une mémoire, une conscience, comment ça se passe?
Je comprends toujours pas que les Utopiales n'aient pas fait une table ronde ou un truc sur le multivers de King. C'est insultant presque. Parce que personne ne le sait. Les gens le découvrent. Moi, quand j'en parle, on me dit « Ah bon ?» Bah oui. C'est insultant. Ouais, bah après, ceux qui organisent les conférences des Utopiales, je pense qu'ils sont quand même un peu calés et qu'ils doivent avoir ce genre de connaissances. C'est que le lecteur moyen... Ouais, je sais pas. Tu leur prêtes beaucoup de bonnes intentions, je trouve. Je suis sympa, je suis un mec sympa. Bah, ceux qui organisent, oui, mais pas ceux qui viennent en public, tu vois. Oui, dans le public, ça m'étonne un peu moins, pour le coup, tu vois. Oui, mais t'es là pour faire découvrir des choses publiques. Oui. Ouais. Donc, c'est pas... je vais pas critiquer ce que font les Utopiales, j'y suis jamais allé, et tout ce que j'entends, c'est des échos, donc voilà. Bah écoute, King a été cité à une des conférences que j'ai vues, et heureusement parce que c'était la conférence sur les clowns qui font peur. Donc il y avait un peu intérêt à citer King. Mais c'est pas pour critiquer, c'est juste c'est à eux d'apporter des choses au grand public pour aller couvrir des choses, couvrir des sujets qu'on a vus et revus. Je pense que c'est facilitant pour eux, mais je trouve ça un peu dommage. Maintenant, j'ai pas vu les conférences, j'ai vu quelques titres. Moi, j'ai suivi juste les conférences au travers des reportings que fait sur Instagram Diren, et ça va l'air super intéressant sur plein de sujets. Enfin, il y avait vraiment une très grande variété. Mais Diren, elle est toujours excitée sur les conférences de l'Utopiale pour parfois pas grand-chose. Je l'adore, mais parfois pour pas grand-chose. Alors, je sais pas de qui vous voulez parler. Moi, j'étais aux Utopiales du coup cette année et j'ai été globalement déçue. Voilà. Tant par le contenu des conférences que par le positionnement des modérateurs et la condescendance de certains modérateurs et de certains scientifiques vis-à-vis des philosophes ou des auteurs qu'ils pouvaient avoir en face d'eux. Et ça a gâché l'expérience pour moi de certaines conférences. Après, il y en a qui étaient hyper intéressantes et tout, mais j'aurais beaucoup de choses à dire sur les Utopiales. Je pense que je mettais la barre beaucoup trop haute et je suis déçue, mais du coup, ça donne envie d'aller creuser les sujets, mais peut-être d'une autre façon. Et peut-être que du coup, ça veut dire que c'est à nous de faire des Kingtopiales, du coup, des conférences sur King toute la journée. C'est un peu ce qu'on fait tous les mois. C'est un peu ce qu'on fait. Exactement, c'est un peu ce qu'on fait. Et moi, c'est ce que je ferai la semaine prochaine. Parce que je vais faire des masterclass sur Running Man dans des salles de cinéma. J'allais étaler ma science. Boum. D'ailleurs, ça sera déjà passé quand le podcast sortira. En espérant que ce ne soit pas comme la confiture. Tu seras condescendante avec les gens. Bah, moi aussi, je peux le faire. Quoi? Comment ça? Tu sais pas que Running Man, c'était Stephen King sous le nom de Batman? Bouh, t'es nul. Je vais complètement faire ça. Et donc, bref, tout ça pour dire, oui, d'ailleurs, pardon, on digresse vraiment, mais le week-end dernier, donc là, on enregistre le 5 novembre, donc ça veut dire que tout ce dont on parle, c'était le week-end d'Halloween. Le samedi 1er novembre, il y avait le premier festival d'horreur à Paris qui s'appelait Surfroide. J'ai pas eu trop d'écho, je sais pas ce que ça a donné, mais c'est cool de se dire qu'il y a des festivals un peu de genre qui pop. Juste passer quelques images, mais pas grand-chose de plus. Genre chez Jack Parker, à part ça... Oui, vu Otaus Marchi, elle a sorti un bouquin sur justement qu'est-ce que c'est que de grandir en aimant l'horreur ou tout. Donc j'ai vu qu'elle avait fait des dédicaces, mais les autres je les connaissais pas trop. Voilà. Et donc pour terminer sur les commentaires, on a Alban Bouvarel sur notre épisode 15 qui était consacré à Terre perdue, nous dit: ma théorie sur la dualité des vies de Jack, c'est que la vie dont il se souvient n'est pas un souvenir, mais lui arrive en tant que présent qu'il aurait dû vivre après s'être fait pousser. D'où le fait d'avoir deux présents qui se superposent. Celui qu'il vit en direct, le nouveau, et celui qu'il aurait dû vivre avec eux pour nous, avec Roland, et qui lui pop dans la tête. Et lorsqu'il reviendra auprès du pistolero, les deux présents ne feront plus qu'un. Oui, exactement. Ouais. Je sais plus ce que j'ai dit, mais c'est exactement ce que je pensais à l'époque. Oui. En fait, j'ai changé d'avis depuis. Non, mais je sais plus si dans cet épisode-là, on en était arrivé là. Et je vous dis, j'aime bien quand même lire les commentaires des gens qui sont en cours de route pour que quand dans 6 mois, il en sera là, il pourra dire « Ah oui, j'avais raison » et ils l'ont vu. Oh, complètement d'accord. Et c'est ce qui arrive à Roland dans l'autre sens. Hein, ouais, aussi. Exactement. Mais c'est marrant parce que je suis dans Terre perdue en VO. Et je suis exactement à ce passage-là, de Jack qui sort de sa salle de classe et qui commence à avoir des portes à chaque porte, derrière chaque porte, il se dit je vais retrouver Jack, Roland, je vais retrouver le désert. Ouais. Et le passage est incroyable en VO aussi. Ouais, il est bien de base, mais en VO, c'est incroyable. Du coup, est-ce que c'est le cas qui fait qu'on a ce commentaire-là au moment où tu l'écoutes? Si le cas, c'est le hasard, c'est le cas. Et est-ce que le cas, c'est le hasard d'après vous? C'est compliqué. Grosse discussion entre le hasard qui est un état de fait et pas un état de bref. Dites-nous en commentaire si le cas c'est le hasard. Vous avez, je crois, un nombre de 1000 caractères, donc c'est possible. Très bien, est-ce que nous avons un résumé de l'épisode précédent? Bien sûr.
écrit à la va-vite entre deux vomis. Et... Alors pour le contexte, parce que peut-être que vous aurez Je suis malade depuis 2 jours, voilà. Là ça va beaucoup mieux aujourd'hui, j'ai pu faire ça, mais vous aurez peut-être les détails de sa maladie dans les bonus de l'épisode, je sais plus à partir de quel moment on a commencé à enregistrer. Mais bon, je suis pas au top de ma forme, donc veuillez m'excuser. Si, Il a l'œil qui brille, mais on sait pas trop pourquoi. Clairement, c'est pas l'excitation. C'est la fatigue, j'ai dormi 2 heures cette nuit, c'était l'enfer. Bon, mais j'ai pu finir un bouquin, puis en commencer un autre. Avec l'insomnie et la maladie, c'est pratique. Tu peux avancer des bouquins. Après une belle promenade dans la forêt, une palabre avec les gens de la Cala et un Roland pas loin de perdre son sang-froid. C'est une belle démonstration de pistolero dont nous présente King dans la forêt, par l'intermédiaire de Jack. S'ensuit une autre balade Vadash à New York, une visite de la rose pour certains et une visite des morts pour d'autres. Je vous vois me juger non. En vrai, il n'y avait pas grand-chose à dire. Il n'y a pas plus à dire, je pense. Non, c'est bien. Ça suffit amplement. Ce qui me fait rire, c'est ta tête, genre non, mais je ferai pas plus que ça. je suis à mon max là. N'attendez rien de plus de moi. En vrai, j'ai essayé de me dire qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire. En résumé, il y a que ça. Non, c'est très bien. De toute façon, tout le monde est fatigué. On n'a pas besoin de refaire 1 heure de résumé d'un épisode qui a duré 2h30. Tu vois, ça n'a aucun sens. En fait, j'imagine les gens qui enchaînent les épisodes et qui écoutent le résumé à chaque fois en disant oh là là, il est tellement nul son résumé. Franchement. Écoutez, si vous aimez les résumés de Zéphiriel, mettez-le en commentaire, ça nous fera plaisir. Mais... Non, parce que s'il n'y a pas de commentaire, du coup, on va conclure qu'il n'y a pas de personne. Non, ne mettez pas de commentaire. Je retire ce que j'ai dit. Pas couché. Très bien. Donc on est toujours dans la deuxième partie qui s'appelle Contes et récits et on a le dessin d'une rose qui pousse dans un tas de cailloux. Ouais. Enfin, on commence la deuxième partie. Attendez, on commence la deuxième partie ? Oui, on commence la deuxième partie. Pardon. Oui, c'est vraiment la fin de ce qu'il voit dans le Vadash. Exactement. Et donc le chapitre 1 s'appelle Le pavillon. On a une première séance d'équitation pour Eddie sur le trajet de Calabrine-Sturgis et ça se passe bien. Il est même pas ridicule, un vrai cow-boy. Et en effet, c'est directement là où je me suis dit évidemment qu'il maîtrise, mais parce que du coup c'est pas la première fois qu'il fait du cheval, sans doute parce qu'il y a des réminiscences. On parlait de persistance rétinienne tout au début du podcast. Je pense qu'il y a un de ça. Et sur le trajet, ils discutent. La nuit dernière, New York était plus réel que lors du rêve précédent, aussi réel que la rose. Ouais, et j'adore ce passage-là. Je crois que c'est le truc le plus troublant de tout ce passage 1, en fait. C'est que le Vadash peut sembler... En fait, je sais pas si c'est l'habitude du Vadash qui devient tellement réel, parce qu'il en reparle un peu Callan après, que tu peux avoir ce trouble, ou si c'est la rose qui rend le monde d'autant plus concentré, d'autant plus proche du centre, de la gravité, de ce qui tient le monde, entre guillemets, qui fait que c'est d'autant plus réel. Et comme il n'y a que Jack, Roland et Eddie qui en parlent, et qui avait que près de la rose, je soupçonne que ce soit ça. Ah oui. Jake emporte Hot avec lui en le glissant dans un poncho qu'il a récupéré. Une façon de transporter le bafouilleux peu commune. Il aurait aussi bien pu trotter à ses côtés, mais Eddie a l'impression que pour eux, tout est naturel alors que ça ne devrait pas l'être, comme de la réincarnation. En fait, c'est là. Bam. Ouais, lui, il pense à de la réincarnation et je dis, mon gars. Ce qui est le cas, une forme de... Oui, c'est une forme de réincarnation, ouais. On pourrait voir aussi la réincarnation de l'ancien cathète de Roland. Parce qu'ils sont un peu tous le rôle là-dedans, en fait. Ils ont tous un rôle un peu identique. Ouais. On le verra surtout un peu plus tard avec Eddie. Ouais. Du coup, est-ce que ça veut... C'est surtout Eddie, pour le coup, mais... Ouais. Est-ce que ça veut dire que Hot, c'est la vigie ? En fait, j'allais dire, hormis pour Susanna et pour Hot, qui sont pas vraiment trucs, mais Alain, c'est clairement Jack, et Cuthbert, c'est clairement le meilleur personnage. De ouf. Boum. Et justement, point Hot, il mange du popkin et il a des miettes dans les moustaches. Ah. J'ai trouvé ça beaucoup trop mignon, il fallait que je le dise. Jack s'est fait un ami et son ami Benny lui a demandé s'il pouvait dormir chez lui, ce qui pour Jack présente aussi un atout stratégique. Il va pouvoir observer la ville d'un autre point de vue du reste du cathète qui dormira chez le prêtre. Roland ressent une pointe de tristesse et Jack a presque honte de vouloir y aller, honte de se comporter comme un garçon de son âge. Mais il a l'autorisation du pistolero de dormir et jouer chez son ami et ça le rend heureux.
C'est un passage super touchant, surtout quand on voit Roland qui lui-même, il est attristé, qui sente le besoin de lui poser la question, quoi, de lui demander de se comporter comme un enfant normalement. Oui, et aussi attristé en fait, je pense que tous les parents qui voient leur enfant grandir et les premières nuits où il passe en dehors de chez toi, t'as un petit pincement en me disant « Ah, mais en fait, il va aimer d'autres personnes que moi. » Non, ça va. Toi, t'es content qu'il parte. Ah oui, casse-toi. Tu restes la semaine, tu restes le mois, tu restes le mois entier. Hein. Prenez-le en pension. Reviens pas avant tes 18 ans, c'est pas la peine. Non, mais je pense qu'il y a effectivement... En fait, c'est aussi un peu une prémisse de rapprocher Roland et Jack en tant que père et fils, qui va se faire de plus en plus jusqu'au tome 7. Et c'est important. Pardon, je reviens juste sur le point 2, sur la réincarnation, parce que t'as Eddie qui dit quand même que, sauf si Arthur l'aîné avait fait un petit tour par Coop City, bien sûr, pour se taper une hot dog et un beignet de chez Dali Lundgren. C'était grotesque de sa part de tirer des conclusions du simple fait de savoir monter un cheval doux comme agneau sans avoir besoin d'un moniteur. Alors en fait, je me dis, en vrai, avec toutes les portes qui existent, pourquoi elle n'aurait pas eu d'enfant ailleurs? En fait, c'est pas impossible non plus, en fait. La probabilité existe. C'est marrant, il parle de Coop City. Je crois que c'est un argot pour parler de probablement New d'un York. Quartier quelque part, ouais. Ça, je connaissais pas l'expression. Parce que j'ai vu Running Man cette semaine et c'est le nom de la ville Coop City et je sais, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont très fidèles, genre le Libertel et tout, donc je me dis, il a sans doute gardé le nom du... Coop City, c'est un quartier dans le Bronx. Ah, ok, d'accord. C'est un complexe, c'est un complexe à New York. Ok. Donc ça paraît cohérent. J'imagine que je suis pas allé voir plus loin, j'ai juste tapé sur Google, mais je pense que c'est un supermarché ou comment ils appellent ça? Un mall. Un mall, merci. En hauteur de la Cala, ils ont une vue impressionnante sur le village et au-delà. Une branche de la Wye appelée Devartet Wye, un morceau de fleuve gris qui sort de la forêt et disparaît dans les champs cultivés, et au-delà, le désert, et au-delà encore, tout est noir, c'est Tonfoudre, la terre des loups, et je cite, de Dieu c'est quoi d'autre. Eddie fait l'idiot avec Andy qui au passage le traite d'enfant de l'hiver et j'étais allée chercher parce que c'est comme Gash la dernière fois où j'arrivais pas à comprendre si c'était gentil ou méchant. Enfant de l'hiver, de ce que j'ai trouvé, ça veut dire forgé dans le dur. Oui. Parce que c'est comme les gens du Nord ou un truc comme ça. Ouais, exactement. C'était quoi la date de naissance d'Eddie? Parce qu'il a demandé son horoscope, c'est pas juste qu'il était en décembre? Oui. Probablement ça aussi. Hein. Oui aussi. Ouais, mais du coup, quand tu dis à quelqu'un enfant de l'hiver, ça signifie que t'as un peu un dur à cuire, que t'as la peau dure, quoi, dans l'idée. Parce que comme on dit, en général, les enfants qui naissent en hiver, ils sont plus résistants aux maladies et tout parce qu'ils se font des anticorps très tôt, parce qu'ils sont très vite exposés au virus. Aussi, dans ce passage-là, je savais pas que Elvis avait un jumeau qui est mort-né, voilà. Ouais, non, moi non plus. Oui, j'étais étonné aussi. Je l'ai appris. Ouais. Je suis pas trop connaisseur. Et j'aime beaucoup que Andy a failli cracher le morceau à tout le monde. Oui. Attends. Oui. C'est un enfant de l'hiver. Aimeriez-vous entendre votre horoscope, Susanna Sai? Vous allez faire la rencontre d'un bel homme. Vous aurez 2 idées, une bonne et une mauvaise. Vous aurez un B. Et il est interrompu. B. Et il s'arrête net parce qu'on lui dit ta gueule. C'est à ce moment-là qu'il lui dit qu'il fait la rencontre d'un bel homme. Il lui dit pas quand ils font la fête à la Cala. Il lui dit 2 fois alors parce que moi je l'ai relevé. Oui, ok. Il revient vers elle après. Oui. Mais du coup, je ne me souviens pas de qui est ce bel homme. Ah bah ouais, c'était ma question au moment où ça reviendra. Je vois pas pareil, de... Je l'ai pas noté là, je vais le renoter après. Ouais. Je me souviens du mec qu'elle rencontre quand elle a le médaillon de la tortue près de l'hôtel, quand elle est mixée avec Mia. Ouais. Ah, Merde, Serre, c'est pas Serre? Je sais plus. Non, elle rencontre un mec qu'elle hypnotise. Oui. Et elle lui dit réserve-moi une chambre d'hôtel pour moi, donne-moi ton portefeuille, machin, aide-moi à ci, aide-moi à ça. Et en fait, je pense que c'est ça. Mais je sais pas. Serre, c'est pas un bel homme. Non. C'est un Kantai, il est très très moche. Pour nous les humains. Voilà. Les champs sont verts et bien garnis, les terres ici sont bonnes, et ici la tradition, c'est que quand le riz est prêt, toutes les femmes se réunissent, dansent et chantent la chanson du riz, et Roland à la ref mentionnant comme à la. Spoiler, sa première rencontre avec les habitants laissera à Eddie un souvenir inoubliable, surtout quand Roland s'est mis à danser. Ça c'est ouf ce spoil qu'il nous fait là. Ouais. Regardez ce que vous allez lire dans les prochains chapitres, allez niquez-vous. Parce qu'il le fait pour les trucs négatifs quand il y en a qui meurent, il le fait aussi pour les trucs... Ouais, mais là, c'est marrant, parce que ça crée quand même une attente de se dire « Quoi ?
Roland va danser. Oh non, mais il faut que je lise ça, quoi. Tu vois, t'as une tension dramatique quand tu sais que quelqu'un va mourir et que c'est dit. Ça, enfin, moi, je la ressens, je le crois. Mais avoir un paragraphe qui dit « Alors, il va se passer ça, ça et ça et ça, et maintenant, tu vas prendre 50 pages pour le lire. » En fait, non. J'ai pas envie. C'est comme certains de ces romans dont les noms des parties, c'est... je crois que c'est Le Fléau, c'est ça. C'est des temps forts du chapitre qui va se passer. Ouais, il fait ça dans plusieurs bouquins où t'as des fois 4-5 mots, voire 2 phrases, et tu fais merci de faire mon résumé à ma place. Oui, et moi j'étais vénère contre les éditions de Contes de Fées, parce que Contes de Fées, t'as des dessins pour faire comme des contes au début des chapitres, sauf que t'as des dessins qui spoilent ce qui se passe dans le chapitre. Et moi je mets la barre du spoil vraiment très très bas. C'est-à-dire que tu me dis j'ai adoré la fin, je considère que tu m'as spoilé. Donc c'est chaud. Forcément. Après, j'apprends à être tolérante, mais il y a un petit côté où ça grince en moi. Donc, mais avant que Roland danse, ils doivent descendre à cheval la Grand Rue et Eddie est à nouveau préoccupé par une prémonition. Entrant à la cala sous la lumière des torches, Eddie ne peut s'empêcher de penser à Suzanne qui entre à Mégis, ligotée sur le chariot, avançant vers Chariotterie. Eddie s'attend presque à voir les mêmes protagonistes que dans l'histoire de Roland. Il pressent que la ville est mauvaise. Les rues sont vides, les habitants ici n'aiment pas trop les étrangers, principalement parce qu'ils en ont peur. Ouais. Je me disais, j'avais noté, c'est quand même fou mais c'est très typique du western, hein, t'as plus peur des étrangers que de tout le reste. Les tempêtes de sable, les coyotes, tout, ça va, tu gères, mais les étrangers, tu sais que c'est les humains et c'est vrai qu'on retrouve vraiment tous les trucs de Walking Dead, de trucs comme ça, c'est les rencontres humaines, c'est dur, quoi. Oui, c'est un peu imprévisible. Ouais. Au pavillon, il y a une foule de 7 à 800 personnes qui les attend, et la foule s'ouvre pour les laisser accéder au bâtiment baigné de la lumière orange des flambeaux. Pardon, t'es où, là ? Je suis au début du point 6, qui est très long. Enfin, j'ai beaucoup de notes sur le point 6. Vas-y, continue. J'ai un point 6 qui est intéressant, mais j'attends d'être sûr qu'il soit passé pour revenir dessus. Avant de descendre de son cheval, Roland retire son chapeau, le tend vers la foule et le salue en se tapant 3 fois la gorge. La foule murmure. Oui, il y a un sujet chapeau, on est d'accord ? Oui, on a un sujet chapeau, là. Putain. Depuis quand il a un chapeau ? Moi, il y a toujours eu un chapeau, hein. Pour moi, mais je sais qu'on s'était posé la question. Mais effectivement, je sais pas si c'est explicitement dit avant, hein. Bah là, ça l'est. En tout cas, et je me souviens d'une conversation où tu disais, oui, mais pour King, il a pas de chapeau, Roland. What? Oui, c'est marrant parce que King, il a répondu à un Ask Me Anything sur Reddit où les gens lui disaient, et du coup, Roland, est-ce qu'il a un chapeau? Et lui, il dit, moi, j'ai toujours imaginé son chapeau, mais je sais qu'il est toujours illustré avec. Et moi, je crois qu'on s'était dit que, en fait, il a un chapeau au début, il le pose quelque part, et en même temps que la mule meurt, il repart, mais il repart sans son chapeau. Mais pour moi, il a toujours eu un chapeau. Peut-être que je fabule. Mais oui, en effet, il y a une histoire de chapeau. Il y a un truc de tu survis pas dans le désert sans chapeau, déjà. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais là, ils sont dans la forêt depuis longtemps, donc c'est bon. Non, mais traverser du désert, du relais, il serait mort. Mais oui, mais King, il parle tellement de tous les détails. S'il avait eu un chapeau avant, on l'aurait eu je comprends pas il parle des détails, il a un chapeau. On l'aurait pas noté avant, tu vois, c'est un western, le mec, il a un chapeau, bon, c'est fait partie du boulot, du bonhomme, quoi. Ouais. Très bien. Donc, Eddie descend de son cheval et récupère Susanna dans son harnais. Nouveau murmure. Le cathète suit le reste des hommes jusqu'à l'estrade où se tient déjà un groupe de musique et une table sur laquelle est posée la plume. Quand Overholser s'en empare et parle, Susanna demande à Eddie de la poser. Overholser parle et résume les discussions des derniers jours, citant des mots qui font murmurer la foule. Pistolero, Gilead, Entre deux mondes, Lignée d'Eld, et Overholser reconnaît s'être trompé. Ces personnes-là ont fait leurs preuves et il pense qu'il pourra les aider, alors il leur demande de se présenter un par un à la foule. J'adore la poésie d'Eddie, c'est tout. Overholser avait soudain l'air mal à l'aise, un peu comme s'il retenait un P. De la poésie à mes oreilles. Surtout dans ces temps de gastro. Oui, parce qu'il vaut mieux éviter de péter quand on a la gastro. En commençant par leur Dean qui se présente, Roland, fils de Steven, de la lignée d'Eld. La foule soupire. Puis Eddie Dean... Pardon ? Un tellement cool, ce passage. Puis Eddie Dean de New York se présente, fils de Wendell, de la lignée d'Eld, du cathète de 19. Première fois qu'il le mentionne, je crois. Hein. Le cathète du 19, comme ça. Oui, c'est la première fois. Ouais, tout à fait.
Je pense que 19, pour le coup, c'est vraiment ce qu'on voit apparaître, c'est dans les bouquins, le 19, 19, 19. Je pense que c'est vraiment que c'est le cathète de 19. Mais est-ce que c'est pas le... Enfin, nous, on se disait c'est peut-être le 19e cathète, mais il y a un effet, quoi. C'est tout. Oui, c'est le cathète de 19 parce qu'il serait pas ce cathète-là si King avait pas eu son accident et en plus un 19. Donc, ouais. C'est le cas, hein. Ouais. Bah oui. À son tour, Susanna se présente aussi. Dean, épouse d'Eddie, fille de danse... Et c'est ça. Fille de Dan. De Dan, de la lignée d'Eld, du cathète de 19. Puis Jack Chambers, après que Roland lui ait chuchoté quelque chose à l'oreille, se présente. Fils d'Elmer, de la lignée d'Eld, du cathète de 90 et 9. Et pas 99, c'est 90 et 9. Et en VO, c'est pareil. Mais... Ouais, c'est marrant. Jack sort Hot de la poche du poncho et cherche du regard l'approbation de Roland. Après la surprise en voyant l'animal, les habitants sont redevenus extrêmement silencieux. Et alors Hot se dresse sur ses pattes arrière, en avance une devant lui, imitant le geste de Roland. Salue bas et articule « Hot, Eld, grand merci ». Et à mon cœur, ils font... Je pourrais relire ce passage 1000 fois. Applaudissements de la foule. Alors, évidemment, moi, la première en train de hurler comme un concert de mon groupe préféré. Alors que le bafouilleux se réfugie auprès de Jack. Une fois de plus, c'est Hot qui brise la glace. Il est hyper important, Hot, dans ces petites interactions comme ça, de rendre plus amical le cathète. C'est lui qui avait créé le premier éclat de rire quand ils ont palabré dans la forêt et que tout le monde se méfiait un petit peu de tout le monde et tout. C'est lui qui a permis de détendre l'atmosphère et c'est hyper précieux. Ouais, complètement. Et puis c'est leur petit icebreaker. Quelque part, il fait partie de ce monde et oui. Il se méfie moins de lui, tu vois, que de Roland quand ils l'ont découvert la première fois. Enfin, ils sentent pas des intentions derrière. Oui, t'as raison. Et je pense qu'il y a aussi un côté de se dire si un animal sauvage de notre monde qu'on voit plus trop, c'est pris d'amitié pour eux, c'est aussi peut-être que il y a un truc en eux qu'il faut qu'on voit et qu'on voit pas encore, que ce soit conscient ou pas de leur part. Ouais. Roland prend la parole, mais pour la passer à Eddie, complètement pris au dépourvu. Eddie ne s'en sort pas si mal, réussissant à les faire rire avant de les avertir. Ils ne veulent faire aucun mal, mais du sang coulera certainement pour obtenir cette victoire. Le discours d'Eddie, il est tellement bien. Tu veux le lire? Non, il est beaucoup trop long, mais il est trop bien. Surtout, c'est là où moi je faisais référence au fait que Eddie, il prenait la place, enfin tu vois, c'était la réincarnation de Cuthbert, il est le porte-parole de Roland, enfin il est celui qui va présenter, qui va discourir, qui va se mettre en avant. Ouais, il est très bon, et même par la suite, parle pas, regarde, dis le moins possible, tu vois, c'est vraiment excellent, quoi. Il est parfait dans tout ce qu'il fait là. Et il annonce le plan, observer s'ils peuvent aider, repartir s'ils ne peuvent pas. Mais ils ne pourront pas se battre seuls s'ils décident que la victoire est possible. Ils auront besoin des membres de la Cala qui acclament en chœur la déclaration du jeune pistolero. Callahan prend la parole, il y a du travail, mais ce soir on mange et on fait la fête. Même les manies qui se tiennent au fond de la foule sont les bienvenus alors qu'ils ont ramené leur propre ration. Et en effet, le soir ça boit et ça mange, ça festoie dans la Cala. Je détaille pas toute la soirée, mais on nous reglisse un horoscope / prédiction d'Andy pour Susanna, c'est celle dont on parlait tout à l'heure. Il avait aussi proposé de tout lui dire de ce bel inconnu qu'elle allait bientôt rencontrer. Et en fait, on revient 2 fois dessus, donc je sais pas. Ouais, c'est... Je pense que c'est ce mec-là, mais j'ai un doute. Elle va pas rencontrer beaucoup de monde derrière. Il y a juste le truc du l'hymne national version croissant. Je sais pas ce que ça veut dire. J'avoue. J'ai regardé en VO, c'est bien Crescent Version. Crescent Version, donc je sais pas ce que ça veut dire. La soirée passe sans que les membres de la Cala ne puissent s'empêcher de les interroger sur leur plan ou de leur donner leur avis, qu'ils soient bons ou mauvais, leurs doutes, leurs jugements, mais ils ne peuvent rien leur dire, bouche cousue, boire beaucoup et dire peu. Eddie trouve même un homme pire qu'Overholser, Telford, qui doute de tout et surtout de ses prétendus pistoleros. Roland, lui, observe et écoute. Et ce qu'il observe et entend semble beaucoup l'intéresser. À la fin du repas, l'orchestre joue plus fort et invite tout le monde à danser. Tout le monde danse, même Roland, mais sans style ni joie, d'après Eddie, avec une préparation quand même, une fois de plus, de rien ne les prépara à ce qui les attendait. Pardon, je reviens juste sur le discours entre le gars un peu relou et Eddie, que je trouve trop bien. Parce que Eddie joue vraiment Roland dans ce passage-là, je trouve. C'est-à-dire, il prend vraiment sa place à lui en parlant très peu, en lui renvoyant à la balle de continuer à parler si t'as envie de parler. Moi, je dirais rien.
Et vraiment, il s'énerve juste ce qu'il faut pour lui faire comprendre en vrai, tu vas juste fermer ta gueule et me laisser tranquille, quoi. Et je trouve ça assez cool, la façon dont c'est fait. Il y a une espèce de passation qui est assez cool. Et dans la soirée, il y a même des chanteuses, des fillettes qui chantent une chanson triste que tout le monde écoute dans le silence et le respect total, malgré le haut taux d'alcool général. Callahan enchaîne avec une chanson... Made of Constant Sorrow. Tu vois la chanson? Vous connaissez la chanson? C'est celle que Susanna chante, c'est après. Ah, pardon. C'est pas une chanson d'esclave, ça? C'est une chanson d'une femme qui... La jeune fille aux cheveux... Pardon, vas-y. C'est une chanson de Judy Collins, d'une femme qui quitte son chez elle pour un lieu étrange. Ouais. Et la chanson, en fait, on la connaît tous, mais elle est assez connue. Ouais. Mais avant ça, il y a Callahan qui a chanté une chanson paillarde. Je voulais quand même le mentionner. C'est un pistoléo, mais tu sais chanter paillarde. Et donc après Susanna, sous l'étonnement du cathète, Roland monte sur l'estrade. Il se débarrasse de ses pistolets, qu'il confie à Susanna. Et Eddie, à ce moment-là, il se dit que les seins de Susanna ont grossi. Et Eddie contemple le pistolero, qui observe silencieusement la foule et constate à quel point cet homme est seul. Il est le dernier. Roland croise les bras sur son torse, met sa paume gauche sur sa joue droite et inversement, ce qui déclenche l'hystérie des habitants, alors que le cathète n'a pas la rêve de ce que cela annonce. Roland pose 2 des 3 questions. Tant que nous demeurons parmi vous, nous ouvrirez-vous votre cœur comme nous vous ouvrons le nôtre? Nous considérez-vous pour ce que nous sommes et acceptez-vous ce que nous faisons? Et sans que les quelques réfractaires puissent faire quoi que ce soit, la foule acclame des si fait et des grands merci aux 2 questions. Roland ne pose pas la 3e, qui est, on le sait, demandez-vous assistance et secours. Il est temps d'aller se coucher, mais avant ça, il souhaite leur offrir une danse et un chant, la chanson du riz. Alors Roland se met à danser et contre toute attente, il danse très bien et très vite. Il y a des trucs qu'il sait pas faire, ce mec-là, ça va. Le rythme sur lequel Roland danse, Jack le connaît. Il l'a entendu lors de son premier voyage à Dash à New York. C'est ouf, ça. Ouais. Et c'est un peu gratos. Mais après, si on se dit que c'est la 13e noire qui appelait Callahan quand il était dans le monde, à quel point la 13e noire qui est présente ici, elle est pas aussi un peu pour quelque chose dans leur voyage à Dash, et donc du coup, elle met un petit peu de la Cala dans leur voyage. Mais je suis pas sûre de ça. En fait, je sais pas si c'est quand ils voyagent à Dash, ils voyagent vraiment dans le monde. Je suis pas sûr que ce soit pas juste une musique que tu connaisses par ailleurs, quoi. Parce qu'elle existe vraiment quelque part. Aussi. Oui, par contre, oui. Peut-être qu'en effet, elle existe vraiment quelque part, et peut-être à une époque que Jack n'a pas encore connue. Les habitants de la Cala, jeunes comme vieux, sont en extase totale et se mettent à danser aussi. Et quand Roland tape des mains, la foule chante en rythme, comme. Come. Oui, bah alors... Alors, j'ai arrêté d'écouter après la version audio, mais à ce moment-là, le narrateur dit comme. Et un peu plus tard, quand on cite le nom de la chanson et qu'on sait que c'est comme à Komala, il dit comme à Komala. Et tu fais bon, bah, en fait, vraiment les accents au hasard, quoi, c'est ouf. Oui. C'est abusé. Donc la chanson du riz va trop vite pour qu'Eddie puisse la suivre et s'en souvenir. Pour lui, c'était plus proche de l'incantation que de la chanson. Et est-ce que l'un de vous veut lire ce qu'Eddie en a compris? Comme ça, je bois. Ouais, ou pas, hein, on s'en fiche. J'étais pas dessus. Je l'ai sous les yeux. Vas-y, go. Comme à Komala, le riz nous tombe dans les bras. Petite sœur sort l'ombrella. Viens Komala, le riz nous tombe dans les bras et coule la rivière Willa. Orisa nous a... Attends, parce que, alors du coup, en plus, il y a des apostrophes. Orisa nous appelle là pour voir le riz nouveau. Tout nouveau, tout beau. Comme à Komala. Comme à Komala, le riz nous tombe dans les bras, dans nos poches tout droit. Viens Komala. Les herbes poussent haut. Mamselle et son damezo, couchés dans les roseaux, volés petits osios, dans le ciel si haut. Comme à Komala, le riz nous tombe dans les bras. Un peu chelou, hein. Mais après, c'est vraiment chanson typique traditionnelle. Tu sens les paroles aussi qui sont surtout là pour donner un rythme et puis pour faire danser les gens, quoi, quelque part aussi. Hein. Ouais, c'est surtout ça. le riz qui tombe dans les bras. À la fin, Roland s'effondre dans la foule et slame telle une star du rock. Une apothéose qui signe la fin de la fête. C'est incroyable que Roland slame, quand même. Qu'il le court. C'est une image. Moi, j'imagine... comment il s'appelle, le chanteur avec les cheveux blonds filasses, là Iggy Pop.
Iggy Pop a vraiment, mais le vieux, il est toujours en jean avec torse nu et puis. J'avoue, est-ce que Iggy Pop il fait un bon pistolero probablement, s'il était un peu plus grand et un peu plus musclé, mais Iggy Pop il fera un bon Jonas. Ouais. Oh, oui, oui, complètement. 30 minutes plus tard, Jack est déjà parti avec les Slightman, ce qui a fait un pincement au cœur à Eddie. Et Roland, Eddie, Susanna et Callahan rentrent à cheval chez ce dernier, à 30 minutes du lieu de la fête. Arrivés à Notre-Dame de la Sérénité, les membres du quartet sentent la boule, et ils sentent comme un poids, bien qu'elle soit endormie. Roland demande à entendre l'histoire de Callahan, mais il refuse de la raconter. De nuit, c'est une histoire pour demain. Il prend quand même le temps de confirmer que la boule l'a envoyé vers Adash 2 fois, à Los Zapatos et au Château du Roi, mais il refuse à nouveau d'en dire davantage de nuit. J'avais zappé qu'il était allé au Château du Roi. Putain, ouais. Complètement oublié aussi. On oublie beaucoup de choses sur Callahan. Au final, oui. Ouais, clairement. C'est vraiment une histoire dans l'histoire et du coup on l'a chassée, mais elle est incroyable son histoire. On voit la première partie là, c'est vraiment fou quoi. Ouais. Arrivée à la maison de l'ancien prêtre, Susanna explique à Roland avoir parlé à Zalia, dont le grand-père du mari prétend avoir vu et même tué un loup il y a quasi 70 ans. Mais le récit de Susanna est interrompu par le ronflement de Roland. Genre, zéro respect. Le mec, il danse et c'est finito, il est fatigué, quoi. Et pas non plus n'importe quelle danse, quoi. Il avait quand même les jambes floues tellement il allait vite. Enfin, il a donné comme jamais. Et puis, il est pas jeune, hein. Le grand-père Roland, là. Roland. Je suis pas sûr qu'il soit grand-père, hein. Non, mais il est père. Il le sait pas. Enfin, non, il sera mais bientôt qu'il soit aussi vieux qu'un grand-père. Non, mais on a tout le temps un doute sur son âge où il est a priori dans la quarantaine. Je pense qu'il est quarantaine, ouais. Mais ouais. Moi, arrivé à ce niveau-là, je le sens à 50, 60, il commence à tirer un peu, hein, je pense. Ouais, après, il est sportif. Je pense qu'il est vieux parce que, ouais, je sais pas. Et sinon de s'endormir, l'esprit d'Eddie est obnubilé par la boule noire dans l'église pas loin d'eux et se repasse les événements de la soirée au fur et à mesure où il sombre. Eddie pense à Roland, à son sourire mais ses yeux froids, à sa danse. Et avant de s'endormir, Eddie pense à Jake. Il a peur pour lui, peur que là-bas on ne prenne pas bien soin de lui. On dirait un papa qui laisse son enfant pour la première fois et c'est touchant. Un papa ou un grand frère, hein, mais il sent une vraie responsabilité envers lui. On l'a déjà dit, je pense qu'il veut être pour Jake le grand frère que lui n'a pas eu. Ou en tout cas le bon grand frère que lui n'a pas eu. Eddie dort sans rêve. Il fait mention de Vartet, qui est une petite prison. Ok. Chapitre 2. Articulation. Roland est réveillé par sa douleur aux hanches et jambes et sait que c'est pas uniquement dû à la danse de la veille au soir, ni à l'humidité, c'est de l'arthrite sèche. Il estime qu'il n'a pas un an devant lui avant d'être handicapé par la douleur. Roland s'est aussi réveillé avec une certitude, il faut parler très vite à Eddie de Susanna. Il rêve aussi beaucoup des rêves fiévreux du corps. Il commençait là vraiment à rêver du corps et de Cuthbert qui lâche le corps et qui l'a pas récupéré. Ouais. Heureusement, la gouvernante Rosalita a pour lui une huile de chat qui fait des miracles. Pardon. J'ai vu un petit sourire coquin de Monsieur Zéphirel. Je vois pas. Moi, j'aime beaucoup la rencontre de Rosalita et de Roland à ce moment-là. J'ai jamais vu une danse du riz aussi réussie. Je le paye ce matin. Je vais vous remettre d'aplomb, une petite huile de chat, une recette spéciale. Ça va faire disparaître la douleur et ensuite vous ne boiterez plus. Ou tu boiteras par autre chose. Oh, pardon. Et alors que Susanna et Eddie dorment toujours, Roland se fait frictionner par Rosalita, à qui il demande aussi de garder le secret quant à cette arthrite sèche. Et en effet, Rosalita fait tellement des miracles que Roland bande, mais ce dernier n'est intéressé que par l'huile. Un genre de baume du tigre avec de la bile de chat des montagnes dedans. Il veut en récupérer pour lui, même si à son stade, ça ne fera pas effet très longtemps. Oh, il n'est pas intéressé que par ça. Oui, mais bon. Elle m'a l'air très vivace. Peut-être une dame complantera-t-elle la lune ce soir? Pistolero se languissant un peu de compagnie. Et peut-être en trouvera-t-elle. Oui, il y a une demi-promesse de se reluquer la lune le soir même. C'est pas une Moi, sa réponse, c'est pas une demi-promesse, c'est un truc sexy, c'est peut-être qu'elle trouvera compagnie. Oui, je pense que en fait, ils sont en train de se dire qu'à tout moment, ils se rejoignent dans la nuit pour se pécho, quoi. Ouais, bah c'est ça, c'est clairement c'est ça. exactement ce qu'ils disent. Mais c'est même pas rapide, une efficace, pas de doute. Non, mais comme il dit peut-être, ça fait un peu sexy en disant peut-être qu'elle trouvera, c'est souvent. Oui, il flirte de ouf. C'est quel niveau de cringe, Roland qui flirte?
Ah, mais je trouve pas ça cringe. Je trouve qu'il est à la hauteur de lui-même là-dessus. Ouais. Non, je suis d'accord. Roland sort et souhaite parler seul à Eddie, prétextant de cueillir des macrènes. Rapidement rejoint par Eddie qui s'apprête à s'empiffrer des fruits sucrés, Roland l'interrompt. L'heure est grave, alors Roland lui déballe tout. Pardon, il déballe tout. Il déballe tout son frère. Non, je trouve ça mignon parce qu'il répète plusieurs fois dans les passages d'avant que Susanna et Eddie sont toujours pas levés. Susanna et Eddie sont toujours pas levés. Susanna et Eddie sont toujours pas levés. Et t'as, au début du passage 4, lorsqu'il est ressorti de l'office en train de boucler sa ceinture, déjà, ça fait très... Oui, bah après, on se dit qu'il dort à poil avec sa meuf, mais oui. Non, on parle de Roland, là. Ah. Oui, c'est Roland qui ressort. En fait, il sort de l'officine de Rosalita en remettant son pantalon et sa ceinture. Mais oui, mais parce qu'elle lui a frictionné la hanche. Oui, mais c'est vraiment la phrase qui est marrante. Oh là là. Il entendit enfin bouger dans la chambre un murmure d'Eddie suivi d'une cascade de rire féminin encore endormi. Et en fait, je trouve ça trop mignon. Ils sont en train de faire une petite grasse mat dans les bras de l'un de l'autre. Et moi, je trouve ça me touche, quoi. En fait, je pense que depuis qu'ils sont ensemble, c'est peut-être la première fois où ils ont vraiment une intimité la nuit. Bah, c'est la première fois qu'ils ont une chambre avec un lit, je pense. Hein. Donc, oui. Et donc, oui, il y a intimité dans le sens, ils dorment pas avec des gens à côté d'eux. Ouais, tu vois, ils sont vraiment, ils sont cachés. Ouais. Et je trouve que ça me touche de ouf. Oui, c'est des amoureux, ils en profitent. Ils savent en plus que il y a des épreuves à venir. En fait, ils profitent des moments qu'ils ont. Ils ont conscience que le peu de moments qu'ils ont de joie, d'allégresse, d'intimité, ils sont précieux et du coup ils en prennent soin. C'est cool. Et il y a un truc à chaque fois qu'ils ont fait l'amour avant, c'était avec les autres à côté, quoi. Ouais. La nuit, discrètement, machin et tout. Enfin, je sais pas, il y a un truc moi qui me touche vachement à travers ça. Quoi. Moi, j'ai une question sur le fait que Roland déballe tout à Eddie, parce qu'il lui raconte même tout sur Mia. Et du coup, je sais évidemment que Roland, il a vu Susanna la nuit et il a compris qu'il y avait une autre personne en elle, mais comment il a capté que c'était Mia? Parce qu'il dit que c'est Mia, et tu dis, mais enfin, elle s'est présentée encore. Bah non, c'est pour ça. Et comment il sait, du coup? J'ai un doute, en fait, quand elle est allée bouffer le soir, machin et tout. Est-ce qu'elle dit son nom quand elle parle beaucoup? Je crois qu'elle a dit son nom, mais j'ai un doute. Elle dit pas Mia fils de rien, et on s'était dit que c'était le même nom que Réa fils de personne, et c'est le même nom que Réa se donnait. Ouais, c'est ça. Réa fils de personne. Elle disait ça à haute voix, c'est ça qui m'étonne. Bah peut-être qu'elle le dit à haute voix en fait. Ouais. Elle parlait beaucoup à haute voix. Et il y a, on peut partir du principe qu'elle parlait beaucoup à haute voix, mais en fait, il sait beaucoup de choses pour quelqu'un qui n'a pas encore fait la rencontre de Mia, et c'était un peu étonnant. Ouais. Mais je pense qu'elle a beaucoup parlé à haute voix. Tout le passage, le chapitre où on la voit, elle, en fait, elle joue presque une comédie pour elle-même. Donc, je pense qu'elle le disait. Et en fait, on le voit une seule fois, mais on peut se douter que c'est toutes les nuits, en fait. Oui, lui, ouais. Manger toutes les nuits. Oui, c'est pas la première fois qu'il la suit. Je pense que c'est pas la première fois qu'il la suit, et ainsi de suite. Oui, c'est sûr que c'est pas qu'il l'a pas suivi une seule fois, ouais, en effet. Eddie n'est pas furax que Roland ait caché le secret si longtemps. Il n'est pas non plus hyper surpris, il a surtout peur pour Suze. Mais il n'y a rien à faire, le temps joue contre eux sur trop de tableaux entre l'arrivée des loups dans une vingtaine de jours et l'arrivée du 15 juillet à Gaieté dans l'autre New York. On ne sait même pas quand sera le terme de cette grossesse surnaturelle. Oui, moi j'aime bien le Roland sage-femme. Non, mais c'est normal. En fait, elle a encore ses règles parce qu'en fait c'est son démon, il refuse son sang à elle et en fait là on a pour 6 mois, 3 jours, 12 heures. Je pense que le terme il arrivera là. C'est sûrement un petit enfant, un petit garçon, il sera sûrement très moche, mais putain, Roland gynéco, il a fait tous les métiers dans sa vie, quoi. 3,8 kg à la naissance. Là, il est dilaté de 2 cm, je pense, c'est ok. Putain, merde. Roland, quoi. J'ai pas envie que Roland soit mon gynéco. Vraiment pas. Il a essayé avec Pitson, quoi, ça a pas marché. Ah bah non, mais merci, ouais. Enfin, ça a bien marché, pour le coup. Par contre, ça a bien marché. Oui, mais elle consentait pas. Un bon gynéco, même pour vous mettre le spéculum, il vous demande il vous prévient, il vous demande. Et Roland, non. Roland, il est pas bien. C'est pas un bon médecin, de façon générale. Il est pas un médecin. Si Roland ne dit rien à Susanna, c'est pour ne pas montrer à cette Mia qu'il a capté son existence et que pour protéger son bébé, elle ne prenne le contrôle total de Susanna. Ouais. Eddie se résigne à suivre Roland sur le fait de ne rien dire, même si à tout moment, la pauvre Suze peut être prise au dépourvu par un accouchement des enfers. Même lui reconnaît que la Rose est plus importante que Susanna, même s'ils feront tout pour la protéger, la priorité est le terrain vague. Ça, c'est ouf qu'il soit drogué autant à la Rose, quoi. Ouais. Et du coup, on comprend les sacrifices de Roland.
Si tu dis, si même Eddie switch, on comprend les sacrifices de Roland. Après, une fois de plus, un des sujets récurrents, et on le verra bien avec l'histoire de Callahan, un des sujets récurrents de la tour, c'est l'addiction, hein, de toute façon. C'est l'addiction, bah oui. Puis la rose, ça a dû leur donner une espèce de dose de réalité tellement forte que c'est horrible pour eux. Enfin, c'est super dur de s'en défaire. Ouais. Et Roland, en effet, promet de protéger Susanna, comme il avait promis de protéger Jake. Il a une espèce d'écho de, quand il dit je vais la protéger, d'écho de Jack qui sombre dans les abîmes sous les montagnes. Oui, à chaque fois, de toute façon, dès qu'il ment un peu ou dès qu'il pense qu'il promet un truc, il voit tout de suite. Il sait qu'à la fin, il y a quand même la tour et que, bon. Ouais. J'avoue, j'aurais pas été surpris qu'à un moment King lui mette un dilemme de tu tues des gens ou tu sauves la rose ou pas. Et vraiment de flingler, en fait, tu vois. J'aurais pas été surpris trop, en fait, je pense. Oui, parce que après il choisit pas trop, c'est le cas qui les élimine pour lui. Mais ouais. Au presbytère, les deux pistoleros rencontrent les plus beaux enfants qu'ils aient jamais vus, Franck et Francine Thévery, qui vont dessiner à Roland une carte qu'ils demandaient au petit déjeuner. Roland raccompagne les jumeaux pour s'entretenir avec eux. Il est observé par Callahan, Eddie et Susanna, qui les a rejoints, et qui sent qu'un truc a changé chez Eddie, mais ce dernier lui ment avec un aplomb déconcertant. Ouais. Il y avait pas un truc de quand on mentait dans le cathète, ça cassait le cathète, il y a pas un truc comme ça? Je sais plus. Ils en parlaient que ça pouvait casser le cathète, que ça pouvait défaire tous ces liens à partir du moment où ils sont pas sincères entre eux. Enfin déjà vu ils partagent le kef comme ils disent, donc déjà ils sont un peu plus ou moins les uns dans la tête des autres, donc ça veut dire qu'à un moment ils bloquent ils se coupent des autres pour mentir. On ne sait pas ce que dit Roland aux jumeaux, mais une fois que tout le monde est posé dans la cour du presbytère, avec du soleil et du café, Roland demande à Callahan de leur raconter son histoire. Et son histoire a une seule cause, simple et très terre-à-terre, l'alcool. Ouais. Je me souvenais pas que c'était aussi triste, l'histoire de Callahan. Si. Franchement, c'est... il y a un moment donné, je me dis, je sais pas comment il a fait pour tenir jusque-là. Je crois à la toute fin, je l'ai noté, on y reviendra, mais de se dire comment il a fait pour pas se buter à un moment donné ou pour pas juste sombrer dans la folie. C'est pas possible, quoi. Il est brisé. Je pense que c'est le personnage le plus brisé qu'on ait croisé jusqu'ici. Parce qu'on a beau dire Roland avec son amour de jeunesse. En fait, je me souvenais pas qu'il retombait autant de fois. Ouais, laisse tomber. Ouais. Il retrébuche tellement de fois dans l'alcool. En fait, je me souvenais qu'il s'en sortait et qu'il arrivait au lieu de refuge, là. Ouais. Mais je me souvenais pas qu'il plusieurs fois derrière, ça allait encore arriver. Genre, putain, quelle tristesse, quelle dureté. Ouais. Et puis, il lui cale tous les sujets de l'époque, hein. Le sida, laisse tomber. l'homosexualité, le fait qu'il soit refoulé, plein de choses comme ça qui... il en met plein sur les épaules, quoi. Ouais. C'est marrant, le sujet sida et transmission sida par les vampires, il y avait un bon scénario de Vampire Mascarade là-dessus, qui était intéressant. Ah ouais? Ouais. Où t'avais un vampire qui lui n'est pas malade, mais du coup, à chaque fois qu'il mord un humain, en fait, il transmet la maladie. Il peut rester porteur. Ouais. Il reste porteur. Ouais. De toute façon, je rappelle qu'on ne meurt pas du sida, on meurt parce que pour faire système immunitaire. Oui, c'est ça. Le sida, en fait, il flingue tout le système immunitaire. Donc, on meurt d'une maladie qui fait que le sida nous a fait l'attraper, ou en tout cas, pas la combattre de la bonne façon. Donc, on peut être porteur très longtemps sans jamais rien déclencher. Du coup, il y a une certaine logique de se dire, en fait, les vampires, ils tombent pas malades. Ils ont techniquement, je crois, même plus de sang. Les vampires ne tombent pas malades. Donc, leur système immunitaire ne dépend plus du tout des virus ou quoi que ce soit. Il y a même plus de notion de système immunitaire chez les vampires. Et donc, c'est marrant de se dire qu'ils portent des maladies, qu'ils les transmettent sans jamais les déclencher. Donc, chapitre 3. Le récit du prêtre, New York. Callahan a passé 7 ans dans une paroisse de Lowell, dans le Massachusetts, mais à un moment, il ne s'est plus senti bien. Début de perte de lien spirituel à cause de l'alcool, et après une petite rasade de whisky, il a parlé à Dugan, l'évêque. Il a été suffisamment éloquent, grâce à Dieu et surtout grâce à l'alcool, pour qu'on lui autorise à partir. Il se retrouve donc dans l'Ohio et est repris de bougeotte au bout de 5 ans, moment où il perd définitivement le lien spirituel et se retrouve juste à boire dans un bar. Moi, j'étais surpris par ce premier paragraphe qui est énorme, sans coupure, sans rien. C'est un énorme pavé. C'est vraiment, t'as l'impression que c'est la confession de Callahan, mais qui est sortie d'un trait. Il aurait pu dire ça sans reprendre sa respiration. C'est un peu l'effet que ça fait, quoi. Oui. C'est vraiment. En fait, oui, il a pris une grande inspiration. C'est impressionnant sur la page.
Ouais, il a tout sorti d'un coup parce qu'il fallait qu'il réussisse à commencer. Donc du coup, il parle sans respirer, exactement. Ouais, pareil. Je trouve qu'il y a une telle violence dans le texte. C'est intense. Et je me souvenais pas qu'on remontait aussi loin dans son passé à lui. En fait, on revient avant Salem, quoi. Ouais. C'est ma boule. Et donc, en effet, au printemps 69, le voici en Nouvelle-Angleterre, dans le Maine, à Jérusalem-Lot, persuadé qu'une église plus petite est meilleure pour lui, ne s'attendant pas à y rencontrer le mal à l'état pur. Un certain Ben Mears, un auteur, est venu trouver Callahan et, aux surprises, Eddie Dean a lu un de ses livres. Donc, dans le monde d'Eddie, l'auteur fictif de King existe. Ça, c'est drôle. Il existe. Oui. Ouais. L'auteur et le prof Matthew Burke pensent qu'il y a un vampire à Salem, du genre qui peut engendrer d'autres vampires. C'est pas le cas de tous, mais on y reviendra un peu plus tard. Il a eu du mal à y croire, mais il a eu un déclic le jour de l'enterrement de Daniel Glick. Sans doute pas la première victime, mais le premier corps retrouvé en tout cas. Le vampire, Barlow, avait enlevé Susan Norton pour punir Ben Mears d'avoir formé un cathète pour le chasser. Alors ils sont allés à la Marston House, et même s'il n'y avait que la femme et une lettre pour lui, quand ils ont dû tuer une deuxième fois la femme, il a vu que c'était un vampire, et il a compris. Jusqu'à ce que Callahan le dise, ça m'était jamais venu à l'idée qu'ils avaient formé un cathète, mais en fait c'est génial comme rapprochement entre ces deux romans, quoi. Le Club des Losers, c'est un cathète, et aussi, du coup je vais spoiler ça, mais ça quand ils sont adultes, en fait pendant tout le long on sent que Stanley Uris c'est celui qui a le plus de mal parce que c'est le plus terre à terre, il arrive pas trop à y croire, quand bien même il assiste à des choses, c'est le premier à se désolidariser à la fin, tout ça, et en fait il sait que la seule façon de vaincre ça quand il revient 27 ans plus tard, c'est d'être tous soudés, parce qu'un cathète, t'es lié quoi qu'il arrive, et vu que lui, il veut plus faire partie de ce lien-là, la seule façon de ne plus en faire partie, tout en leur laissant leur chance de gagner, c'est de se tuer. Et en fait, tu te dis, King, il a fait des cathètes partout, et ils sont tous régis par les mêmes règles. Dans le cathète, il y avait aussi un garçon, Mark Petrie, à qui Jack lui fait penser. Il l'a raccompagné chez lui, mais Barlow les y attendait. Prêt à l'affronter, Callahan passe un marché. Fois contre fois, Barlow laisse le gamin partir si Callahan abaisse son crucifix. Le garçon disparaît, Barlow se transforme, la croix se calcine. Callahan commence à vaciller, Barlow casse la croix en un claquement sec et jette les deux morceaux au sol, deux sons qui hanteront le prêtre longtemps, juste avant que Barlow ne s'empare de lui. Et la première pensée du père est de se dire qu'il a besoin d'un verre. De toute façon, quand t'es alcoolique, tu restes alcoolique toute ta vie. J'aime bien ce petit dilemme de tu laisses partir l'enfant ou truc qui est un peu le dilemme que Roland a eu fin du tome 1 mais qu'il a pas fait de la même façon. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, ce qui était bizarre, c'est que Barlow réagissait autant aux instruments de la foi que à la foi du prêtre lui-même. C'est-à-dire que vraiment, ça servait de catalyseur. Et quand il a commencé à vaciller, de toute façon, à partir du moment où la croix elle a commencé à brûler, il était foutu, quoi. Mais c'est dans tous les films de vampires, ça. Hein, alors, j'ai plus le titre en anglais, c'est en français, c'est Vampire, vous avez dit Vampire, c'est exactement le même sujet, en fait. C'est la foi, c'est pas l'objet qui fait la foi, c'est vraiment ce que tu emportes. Et c'est assez intéressant comme truc autour de ça. Faut vraiment que je relise Salem, clairement. J'ai un très très bon souvenir du bouquin. En relisant là, j'ai tellement envie de le relire. Et quand il repense à ce moment, il a un slogan des alcooliques anonymes qui lui revient, un peu un équivalent du Be careful what you wish for. Parce que donc il voudrait un verre d'alcool et en fait Be careful what you wish for. Ouais. Tu pourrais l'avoir. Mais ce qu'il attend est pire. Vas-y. Non, c'est quoi? Merde. Pas tendre le truc au diable ou un truc comme ça. Merde, c'est quoi l'expression en français? J'ai pas trop d'équivalent en français qui marche aussi bien de Be careful what you wish for. Et en fait, c'est pas tenter le diable. C'est un peu ça. Pour moi, ça serait. Ouais. Il pourrait répondre, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Je crois que c'est ça. J'ai un doute sur ça. Et effectivement, après, tu crois que t'es pas encore là, mais il dit qu'il va à Topeka aussi. C'est marrant. Je suis au point. Je crois que c'est un peu après. Hein. T'es au point 4 ? Ouais. Ah bah c'est juste avant alors. Et alors, il entend quand il commence à entendre les sons du carillon. Alors, il entend un son qui va le hanter jusqu'à la fin de ses jours de New York et des autoroutes occultes de l'Amérique jusqu'aux réunions AA de Topeka. Oui. Voilà. Il passe à Topeka, ouais. Encore une fois. Ouais.
Mais ce qui l'attend est pire que la mort. Callan voulait boire, c'est du sang qu'il boit, celui de Barlow. Ah, putain. Autant la ville était déjà infestée de vampires, autant il y avait peu de type 1. On y reviendra. Quand Callan se rince à une fontaine et rentre à toute vitesse à Saint-Andrews, aucun ne l'approche. Mais il n'a pas pu rentrer à Saint-Andrews, il est littéralement rejeté par la porte, qui arbore une croix en fer, alors Callan n'a plus d'autre envie que de fuir. Il achète un billet pour le premier bus qui passera, et ça l'emmène à New York. En fait, c'est la poignée en métal. La poignée de la porte qu'il a rejetée. Oui, mais il y a une grande croix sur la porte. Oui, c'est pour dire que c'est le lieu qui est sacralisé, en fait. Ah oui, bien sûr. Oui. J'avais du coup jamais fait attention que dans le multivers de King, la foi était là. Ouais. Genre, c'était un vrai pouvoir, en fait. Ouais. Tu vois, autant dans Salem Slot, ça paraît dans Salem, ça paraît logique de faire ça. Mais tu peux combattre des vampires, donc c'est le seul pouvoir, entre guillemets, que tu es obligé d'avoir pour combattre des vampires. Mais du coup, il y a vraiment ce truc de, en fait, quand bien même t'es pas un vampire, t'as du sang de vampire, les lieux te sont interdits, ils sont fermés par la foi, en fait. Par la sacralisation du truc. C'est assez... En fait, je me suis dit, dans le multivers de King, t'as vraiment, du coup, une forme de volonté qui s'applique aussi aux lieux. Dans mon cadre de la magie, c'est imposer sa volonté aux autres. C'est y a une volonté du lieu de pas faire rentrer de pas vouloir faire rentrer les autres. Le lieu s'imprègne de la volonté de ceux qui sont dedans, qui l'ont construit et qui l'ont consacré. C'est peut-être ça aussi, cette espèce de rituel qui fait que la foi donne la volonté donne ce pouvoir au lieu. Ouais. À 2 heures de New York, le chauffeur fait 20 minutes de pause à Hartford et Callan sent que ce lieu est sur un genre d'autoroute secrète, dans un réseau de routes de l'ombre qui l'attire. Alors il paye le chauffeur pour qu'il lui ramène de l'alcool. Il ne veut pas bouger du bus. Juste fin du point 6, on commence à avoir le fameux moulinet de Roland. Oui. Qui fera très régulièrement par la suite de c'est bon, continue de parler. Il l'avait pas fait avant déjà ? Là, c'est la première fois que je le vois. Alors, j'ai peut-être loupé, mais c'est la première fois que je le vois vraiment. Où il le précise, dessina des moulinets avec son doigt qui signifiait continuer. Il me semblait qu'il l'avait déjà fait, qu'il l'avait fait avant ça. C'est possible, mais là, c'est la première fois qu'il le précise, qu'il le fait et ce que ça veut dire. Tu sais, il y a vraiment... c'est un petit paragraphe à lui-même, c'est marrant. Genre, vas-y, on s'en fout de ton stop à la station-service, là. Avance. Et j'aime bien la façon dont il découpe le passage 6 et passage 7. Il commence la phrase passage 6, il finit la phrase passage 7. Avec on passe plus à quelques lignes après dans une première personne en fait en italique. Je trouve que c'est un bel effet de style. Arrivé à New York, Callan est sous et n'est plus qu'un mort vivant parmi d'autres. Tout le monde est secoué par l'histoire du prêtre. Il ressemble plus que ce qu'il n'aurait pensé. Callan se retrouve donc SDF et fait comme les autres sans-abri. Il rembourse ses vêtements de papier journal la nuit et un jour d'octobre 75, 6 ans après qu'il soit arrivé à Salem, quand même, il tombe sur un article du Daily News. Les frères Hitler frappent dans le Queens. Des hommes qui agressaient les Noirs et les Juifs et leur faisaient au couteau des croix gammées sur le front. Celle de Callan, ils n'ont pas eu le temps de la terminer. Ouais, je me souvenais plus qu'il avait eu comme ça. J'ai l'impression que ça aurait été une conséquence de son attaque avec Barlow, un truc qui lui restait, et en fait pas du tout. Non, il y a que la main qui est brûlée de l'attaque. Enfin, le rejet de l'église. Ce qui est fort, hein, pour quand même un prêtre. Il a plus de foi depuis longtemps, mais le rejet de l'église est fort, quoi. Ouais. L'ancien prêtre sent qu'il change depuis qu'il a bu le sang de Barlow, mais il ne se transforme pas en vampire, même pas de type 3. Il est seulement souillé, sa perception des couleurs change, son goût et son odorat ne captent que le mauvais. Et alors qu'il cherche Manpower, l'agence d'intérim, et je sais pas ce que c'est en VO, mais du coup en VF on nous cite Manpower, Callan trouve le foyer, un refuge, sans le savoir à seulement quelques mètres de la charcuterie fine Tom et Jerry, le futur terrain vague. J'ai pas regardé, je crois que c'est Manpower aussi, parce que dans Concordance il parle de Manpower. C'est pas français spécialement. Hein. Ok, ouais. Non, mais c'était au cas où ce soit une boîte d'intérim qu'on connaisse pas en France en VO et que du coup ils en aient pris une en VF. Mais je viens de regarder, ça a même été créé aux États-Unis. Ouais, ce serait pas étonnant. Avec un nom pareil, ce serait pas étonnant. Le pouvoir de l'homme. Nous, les bonhommes, on travaille chez Manpower. Mais pour pas très cher et pas très longtemps. Ouais. C'est pas le pouvoir de l'homme, c'est plus... Pardon. Vas-y. Puissance. Non, c'est la traduction, c'est pas ça, je crois.
C'est très littéral ce que tu viens de faire. Enfin, oui. Oui. C'est la manutention en plus. De l'humain, quoi. L'humain, Pardon, moi, quand j'ai fait... pourquoi je m'enfonce dans ça. Moi, quand j'ai fait, on peut faire nos anecdotes d'intérim. Moi, mes trucs d'intérim quand j'étais étudiante, j'allais faire des inventaires dans les magasins de bricolage la nuit. Genre le Leroy Merlin en zone industrielle de Dijon, où je comptais les ampoules et les clous de 22h à 1h du matin. Oui, c'était bien payé. C'était très bien payé. Ouais, j'avais des potes au lycée qui disaient j'ai jamais fait d'intérim. J'ai bossé dans une agence d'intérim. Ah oui. En stage, mais je tenais du travail aux gens, mais c'est tout. J'ai pas fait d'intérim, mais j'ai fait de l'ARH à l'époque. Ouais. J'ai fait des boulots d'été dans des dans les supermarchés pour les promo cash et compagnie, où on mettait un rayon. Ouais. Le rayon frais est surgelé au Cap d'Agde. Autant te dire que je passais de moins 18 à 40 degrés 20 fois par jour. Moi, je bossais l'été, je bossais en garçon de café et dans une usine de profilés d'aluminium. C'était en plein été dans le sud de la France. Il faisait 40 degrés dehors. Quand tu sortais de l'usine, t'avais l'impression qu'il faisait frais. Ah oui, putain, tu m'étonnes. Il faisait très 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 chaud dans l'usine, c'était l'enfer. C'est vraiment un enfer. Enfin, et j'ai bossé une seule fois au cœur de l'usine, là où les profilés sortaient du four. Ouais. T'as envie de crever. Ouais. C'est vraiment les mecs qui bossaient là 24, 7 jours sur 7, ils finissaient pas leur vie, quoi. Je pense qu'à 60 ans, ils étaient finis, quoi. C'était l'enfer. Vraiment, tous les boulots d'usine, truc. Et c'est clairement, pour finir l'anecdote, c'est vraiment ce boulot-là qui m'a fait dire je vais vraiment bosser à l'école. Parce que un jour, il y a je m'en souviens toujours, le mec, il a reçu son bulletin de salaire, il voit sur son bulletin de salaire, je crois qu'il avait une prime de 200 € à l'époque. Prime brute. Et il demande à son chef d'équipe, non mais c'est bien, t'as bien bossé, tu mérites et tout. Et le gars était très content, il s'était à peine payé plus que le SMIC, soyons honnêtes. Et je me disais, mec, 200 € brut, tu sais ce que ça fait vraiment. Et j'avais mal au cœur pour lui, en fait. Le gars était vraiment heureux de sa vie, et je comprends, vraiment, il y a aucun, je juge pas ça. Je me disais juste, c'est pas assez bien payé pour ce que c'est. Ultra dur pour ce que c'est, mec, tu devrais payer juste le double de ton salaire, c'est vraiment un boulot très 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 dur. Et t'avais tout et n'importe quoi. Donc vraiment, je me suis dit, demain, je bosse à l'école, quoi. Jamais de ma vie, je veux pas bosser en usine comme ça, quoi. Et mon père, il bossait, donc. Non, moi, j'ai fait caissière à Auchan-Tonnerre, en job d'été. Putain. En vrai, au test de caisse, c'est ok. T'as des cons et t'as des moins cons. Pour un job d'été, c'est ok. Je pense qu'en effet, après. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais. Tu fais ça toute ton année, c'est sûr. Hein. Ouais, bien sûr. Vraiment, je porte un respect immense pour les gens. T'as droit à 12 minutes de pause toutes les 7 heures. Tu te fais aboyer dessus par tout le monde. T'as froid, t'as chaud, t'es mal assis. Tu manipules des saloperies qui te coupent toute la journée et tout. C'est relou, quoi. C'est relou. Donc, et vous, dites-nous en commentaire quels ont été votre job d'été et votre job d'intérim. Ce foyer-là acceptait les alcooliques à condition qu'ils se tiennent à carreau. Et Callahan finit par y travailler pendant 9 mois après avoir donné des coups de main bénévoles quand il était sobre. Il a toujours le goût du sang de Barlow en bouche et il continue d'avoir l'impression de changer et même de développer un 6e sens qui lui fait, entre autres, entendre un carillon en même temps que tout s'assombrit. C'est les mêmes signaux que les voyages Bahadash de nos amis du cadet de 19. Et un jour, alors qu'il regarde un western au ciné, cloche, odeur d'oignons brûlés et ombre se déclenchent, et dans le ciné, il y a 2 hommes qui s'étreignent, et le plus jeune des 2 est entouré d'un halo. Une lumière bleu foncé, c'est un vampire. Barlow lui a transmis la capacité de voir les vampires, ou en tout cas de voir ceux de type 3. Donc Callahan explique son petit barème des vampires en 3 types. Type 1, c'est trop Barlow. Ouais, c'est trop bien. J'adore, en fait. J'ai trop kiffé ce côté, petit détail technique. Oui, moi, ça clarifie tout. C'est très bien. Moi, j'ai besoin qu'on me clarifie les choses. Donc, type 1, c'est Barlow. Ils vivent très longtemps, ils peuvent hiberner longtemps, ils créent de nouveaux vampires quand ils sont actifs, ils sont rusés et très rares. Type 2, ils peuvent créer de nouveaux vampires de type 2 aussi, mais ils sont pas très malins, les lumières du jour les brûlent et les tuent, ils vivent a priori pas très longtemps, et parfois ils créent des types 3, et les types 3, eux, ce sont les moustiques des vampires, ils servent à rien, mais ils pompent le sang de tout le monde. Ça, c'est vraiment trop bien. C'est trop bien, les moustiques. Ça me rappelle J'aimerais savoir comment tu passes type 1 surtout. Et je me demande si ça n'a pas inspiré, j'ai lu la série de romans La Lignée, c'était Guillermo del Toro et un autre, et Chuck Hogan, ils ont fait une série télé qui était The Strain. The Strain, ouais. Et c'est un peu pareil, il y a un peu cette notion-là aussi. Ça date de quand
Alors, les romans, ils datent des années 2010, je crois, et la série, je sais plus quand est-ce qu'ils l'ont faite. Elle est pas si vieille, la série. Ça date d'après. 10 ans. Si les romans c'est 2010, ça veut dire que c'est après ce qu'on est en train de lire là. Oui. Mais c'est intéressant. Mais il n'y a pas un truc dans cette série, enfin dans le bouquin, l'humanité perd pas, il n'y a pas un truc comme ça? Les vampires gagnent ou il y a un truc comme ça? Je crois que c'est dans le 2e ou le 3e tome que ça fait ça. Il me semble. Ah, ok, d'accord. Mais oui, ça... J'avais été surpris de ce qu'on m'a raconté en disant ah ouais, il n'y a pas de. Il faudrait que je le lise, il paraît que c'est pas si mal. C'était cool à lire. Cerise sur le gâteau, on le disait, les vampires ne meurent pas du sida, mais ils peuvent le transmettre. Et Roland pense comme nous. Callahan a voyagé Vaadash. Il a été appelé par la boule noire qui était dans ce monde, mais qui n'était pas encore dans l'église. Roland veut que Callahan termine son histoire avant de lui expliquer comment il sait ça, ou comment il a deviné. Au foyer, Callahan a rencontré Lupe Delgado. Ancien alcoolique de 32 ans, sobre depuis 5 ans, qui travaille au foyer la nuit et qui est le gérant des sujets d'alcool, en gros. Moi, ça m'a fait rire parce que je crois que c'est Eddie qui remarque que sur le visage de Roland, il y a une espèce de tressaillement quand il entend Delgado. Et je pense que le tressaillement chez Roland, c'est l'équivalent de la mâchoire qui tombe chez nous. Ouais. Clairement. Il a été déstabilisé. Il a tressaillé. Juste avant, il y a un petit passage qui m'a fait mal au cœur sur les gens qui sont dans le refuge en disant il n'y a pas de femmes dans les cellules, trop de risques qu'elles se fassent violer, ce qui explique pourquoi il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui meurent dans les rues. Ouais. Voilà. Bienvenue dans notre société. Et Lupe Delgado, effectivement, page 73 du Concordance, tome 2. Alors le passage est assez long juste pour indiquer pourquoi il parle de Delgado. Effectivement, tout comme le grand amour de Roland, Suzanne Delgado, Lupe est à la fois honnête et séduisant. Callahan se prend d'un amour réel pour lui, un amour tenté d'attirance sexuelle, bien qu'il ne se passe jamais rien de physique entre eux, à part un baiser fraternel sur la joue. En fait, il y a un effet de... Le nom représente le fait d'être honnête et beau. Ouais. Et attirant. Oui, c'est... Ouais, je suis pas sûre que ce soit... Il n'y a pas de raison de le nommer comme ça, en fait. Ouais. En fait, je me dis, c'est peut-être un écho de Suzanne, en fait. Tu vois, et qu'en fait il est comme ça parce que c'est un écho de Suzanne, il en a pris le nom et voilà. Ouais, mais que King le fasse nommer spécifiquement comme ça, c'est juste pour essayer de donner un titre à ce nom-là, en fait, une capacité, une caractéristique. Oui, et puis essayer de... C'est marrant parce que du coup, ça veut dire qu'on va comparer Callahan à Roland parce qu'ils ont perdu tous les deux un amour qui s'appelait Delgado et ils l'ont perdu d'un truc qui dépendait pas d'eux. Mais ça fait pas de Callahan un pistolero pour autant. C'est vraiment triste. Oui, bah il l'a pas baisé lui, donc non, il peut pas. Pourquoi ça me fait autant rire? La violence. Il est content, hein. Oh, si vous le voyez. S'il l'avait baisé, ce serait un pistolet. S'il avait sorti son petit pistolet. Ah, c'est ça, en fait, il a pas dégainé. Non, il a pas eu le temps d'utiliser son pistolero, tu dégaines. Ouais, clairement, ouais. Ah, purée. On est vraiment fatigués, hein. Ouais. Désolé aux auditeurs, vraiment, c'était nul comme blague, mais vraiment c'est... Écoute, on rit tous les trois, c'est que c'est ok. Et donc, contre toute attente, en effet, Callahan est tombé amoureux de Lupe Delgado. Il comprend un jour que, sans même que Lupe ne le sache lui-même, il est victime d'un vampire de type 3 qui se nourrit de lui. On comprend qu'il n'a jamais rien eu de plus qu'un baiser chaste sur la joue entre eux, et face à Susanna qui compatit à sa peine, Callahan est hyper touchant. Il est le seul de son monde ici, il est du coup très seul. Mais le type 3 en question avait le sida et l'a transmis à Lupe. Et ensuite, pour en revenir sur les vampires, il a dû en voir une douzaine dans les 3 mois qui ont suivi. Tous ne se nourrissaient pas, lui avait encore du mal à accepter ce qu'il ressentait comme un monde parallèle, je cite, donc définitivement un monde Vaadash, et eux ne voyaient pas que Callahan les voyait, même si un jour ils ont commencé à entendre parler de lui. Et quand ils mordent quelqu'un, ils le marquent. Alors les autres viennent aussi se servir, et Callahan dit d'ailleurs que peut-être que les vampires eux-mêmes entendent le carillon. Il y a un truc que j'ai pas du coup entre le fait qu'il entende le carillon, mais qu'il soit dans le monde où il est actuellement. Il y a une espèce de... En fait, le fait qu'il voit les vampires avec ce halo bleu, c'est ce qui fait qu'il est Vaadash.
C'est ça? En fait, j'ai l'impression que il est, tu sais, cette phase de quand tu t'endors, que t'es dans une phase où tu somnoles, qui est la phase où tu vas te réveiller avec des sursauts. J'ai l'impression qu'il est dans cette phase-là du Vahadash, c'est-à-dire qu'il est pas complètement parti, mais que la brèche est suffisamment ouverte pour qu'il ait des symptômes type le carillon et l'ombre, et aussi les autres symptômes qui est que les créatures qui sont pas de ce monde ou en tout cas dont l'origine n'est pas de ce monde, parce que les vampires ils sont transformés, donc techniquement ils sont de notre monde, il peut les voir. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est vraiment genre il superpose deux mondes en lui-même, en truc. En fait, c'est comme s'il avait un filtre qui voyait les vampires, en fait. Oui, en fait, du coup, c'est le Vahadash. Si on imagine que l'espace Vahadash, c'est une espèce de, en effet, de calque qui se met sur le tien. En fait, il arrive pas d'un seul coup, il arrive par des niveaux de transparence. Et lui, il est vraiment juste au tout début, au 10% de transparence, où il y a un début de calque, mais pas la feuille complète, quoi. Ouais, je trouvais que c'était pas très clair, ça, ce truc de carillon, de truc. Pour moi, le Vahadash, c'est juste le fait de voyager, en fait. Et là, il y a un truc il voyage pas vraiment, et juste, il utilise un de ses sens pour voir, en fait, à travers le Vahadash. Ouais, pour moi, il y a pas que le voyage, parce qu'on parle aussi d'espace Vahadash, qui sont les espaces qu'on traverse quand on voyage Vahadash, là où il y a les créatures entre les mondes, c'est des espaces Vahadash que se sont échappés les créatures d'embrume, tu vois. Donc, oui, d'accord. Du coup, il les entend parce qu'il voit ce qu'ils sont à travers le Vahadash, en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Là, en fait. Il voit une forme d'espace Vahadash qui se concrétise. Peut-être que les vampires tirent leur pouvoir d'un espace Vahadash. C'est comme ça qu'ils sont. C'est pour ça que lui, en fait, il ressent ça comme ça. Ouais, un peu comme si la porte était entrouverte et il y a la clim qui sort, tu vois, donc il a ferme la porte parce que c'est bleu, c'est frais. Pour moi, c'est un peu ça, tu vois. Et c'est la boule qui de l'autre côté de l'espace Vahadash qui les sépare, en fait, enclenche pas des débuts de voyage, mais on trouve cette porte-là. Ouais. Pour l'appeler. Ok. Donc un jour d'avril, dans une ruelle derrière le foyer, Callan surprend deux hommes, dont un auréolé de lumière, qui est en train de sucer le sang de Loupé. Enfin, ils sont deux. Il y en a un, c'est Loupé, et l'autre, c'est un vampire qui lui suce le sang. Et là, son sang ne fait qu'un tour. J'aime bien... Et en fait, le sujet temporel, en fait, ils viennent tous de New York, mais pas de la même époque. J'ai beaucoup aimé ce passage où t'as Eddie qui lui dit, bah oui, du coup, votre ami s'est fait mordre par un type 3 gay qui lui a transmis la maladie, et le gars le prend un peu comme s'il l'insultait. Ouais, c'est le mot et gay. On revient sur le débat de tout début avec Odetta qui parle à Eddie, qui lui dit ça se fait pas de dire les gens sont noirs. Ouais. On peut pas dire ça, en fait. Et il dit, bah, à mon époque, ça se dit, en fait. C'est ok. Et du coup, il y a un aspect, et du coup, là, j'aime bien. Et Eddie qui dit, hey, tu crois que c'est facile d'être celui qui a quitté New York en dernier en oubliant d'éteindre la lumière? Parce que laisse-moi te dire que c'est pas simple, c'est pas facile, et je me sens de plus en plus décalé moi-même. Je trouve ça trop drôle. Ouais, c'est marrant. Et encore une référence à Kennedy, c'est une obsession, bien sûr. Ouais, toujours. Sur un air d'Elton John qui résonne dans la ruelle, Callan rentre chercher un grand couteau de cuisine, puis ressort et lui plante dans la tête. Au vampire, hein, donc pas à louper. Le passage, il est incroyable. Franchement, il dure 2 pages, mais il est incroyable de détails, de sensations, d'odeurs, d'écoute, de la musique, tout. T'as l'impression que tu fais chaque pas avec lui. En fait, c'est trop, trop, trop bien. La chose marche, titube, puis disparaît, ne laissant qu'un tas de vêtements, de cheveux, de bijoux et même de plombage. Et moi, ça m'a fait un petit effet les Langoliers. Oui, je crois qu'il reste des cheveux. Ah, les cheveux aussi. Ouais, et ça m'a fait penser aux Langoliers quand il reste les bijoux, les plombages et tout sur les fauteuils de ceux qui disparaissent. Ouais. Et il se débarrasse de toutes les affaires pendant que Loupé s'éveille progressivement. Le poison du vampire qui le rend amnésique se dissipe et les traces sur son cou disparaissent. Callan décide de lui cacher ce qu'il se passe et lui propose de s'échapper ensemble 1 semaine ou 2. Mais Loupé n'a pas de vacances, alors Callan restera là pour surveiller Loupé, maintenant qu'il sait à quel point c'est facile de tuer un vampire. Et surtout, ce qu'il dit aussi, c'est que, a priori, dès que quelqu'un a été mordu, ça attire les autres vampires. Donc c'est aussi pour ça qu'il veut rester auprès de lui. Ouais, clairement. Mais Callan ne peut pas planter un couteau dans le crâne du sida, qui ne s'appelle même pas comme ça à cette époque. La maladie emporte vite Loupé et à la fin il n'a qu'une obsession, se justifier qu'il était toujours clean, puisque les premiers avis de médecins disaient que la maladie viendrait probablement de rapports homosexuels ou de partage de seringues.
Et du coup, on rappelle qu'on parle quand même d'un ancien addict. Et donc, bien sûr, dur. D'avoir cette suspicion sur le partage de seringues alors que t'es censé en avoir fini avec l'addiction, c'est compliqué. Quand Callan lui rend visite à la toute fin, il se rend compte que Loupé ne survivra pas. Et moi-même, et c'est là où j'en parlais tout à l'heure, je sais pas par quelle volonté, il ne replonge pas immédiatement dans l'alcool parce qu'il lui rend... Enfin, il y a vraiment ce truc de... qu'on a... Enfin, j'ai vu un tas de films autour du sida et des gens qui meurent du sida à cette époque-là parce que mon oncle est mort du sida en 93 parce qu'il était homosexuel. Enfin, parce qu'il a attrapé le sida parce qu'il avait des rapports homosexuels. Et du coup, moi, j'ai des souvenirs de mon oncle et j'ai regardé énormément de choses pour essayer de comprendre le contexte de l'époque. Et à chaque fois, il y a ce truc-là de visite. Ils étaient même pas dans des hôpitaux, ils étaient dans des centres spéciaux et où ils réalisent quand ils va le voir que c'est fini, en fait, c'est la dernière fois. Et je me dis, mais avec tout ce qu'il a vécu jusque-là, comment il fait pour pas péter un plomb? Et il craque même pas à ce moment-là, et juste, il se dit, je sais que c'est qu'une question de temps. Pourquoi c'est pas là maintenant, en fait? Moi, je rentre, je bois, et je passe ma vie à boire, quoi. Mmh. Et Callan, en plus, il continue d'entendre de temps en temps le carillon et de voir sa réalité se flouter, puis tout redevenir normal, alors qu'il commence à avoir l'impression de basculer. Mais un jour, il se met à voir des morts errants, comme le Cathette en a vu à son voyage Dash à New York. Et le premier qu'il voit, il se met à courir et il se retrouve à l'angle de la 2e avenue et de la 19e rue. Donc je le précisais parce que 19. Oui. Et ce soir-là, il se remet à boire dans un bar et ça ne prend pas 2 heures avant qu'il ne se fasse jeter. Il se réveille comme au premier jour de son arrivée à New York, tel un sans-abri dans le parc. Il ne voit plus les morts vivants mais voit les vampires. Il a été dépouillé de son argent. À l'enfer. Il passe l'été à enchaîner jours de travail en intérim sobre et journées de repos en maxi-cuite. Et une nuit, il voit un type 3 se nourrir dans une ruelle, alors il le poignarde 4 fois du cran d'arrêt qu'il a désormais toujours sur lui. Et comme pour le premier, ce vampire-là aussi disparaît, ne laissant que ses affaires. Et plus le temps a passé, plus ça a été facile de tuer des vampires, et plus il a ressenti l'appel des autoroutes occultes. Mais il est rapidement pris en chasse par des vampires, mais pas que. Partout sur ses trajets, des graffitis parlent de lui. Alors je cite, il vient ici, il a une brûlure à la main et ses cheveux sont presque blancs maintenant. Ou encore des affiches d'animaux perdus qui le décrivent de façon détournée sans qu'on ne comprenne à qui elles s'adressent. C'était irlandais. Oui, trop bien. C'est vrai. Trop bien. Par contre, je comprends pas comment est-ce qu'ils arrivent à obtenir ces informations. C'est vraiment une question que je me pose parce que a priori, déjà, ils les tuent, ils disparaissent, ils savent pas, peut-être ils savent juste le lieu. C'est pas les vampires, c'est les ignobles. Les ignobles, ils ont des informations. Ah, les ignobles, ils ont plus d'informations. Bah, ils ont tous les, ils ont plein de psychiques, en fait. Ouais, non, ça me revient, je crois qu'ils faisaient déjà ça, le coup des affiches, des avis de recherche dans les... Oui. Ouais. Oui. Ouais. T'avais les trucs dans les journaux aussi, des articles de journaux spéciaux. Et je crois qu'on en voit dans Cœur perdu en Atlantide, des affiches. Ouais. Oui, c'est bien de ça que je parlais. Ouais. Pas encore lu. Et donc, en effet, comme dans Insomnie, parce que oui, Callan est traqué par un groupe de gens qui se surnomment les ignobles, ou parfois les régulateurs. Des gens, pour la plupart, en long manteau jaune. Certains ont un cercueil bleu tatoué sur la main, comme les grands chasseurs du cercueil. Tous ces noms pour désigner un seul groupe, les soldats du roi Cromazie. Un régulateur à pas confondre avec le roman. Oui, du coup, n'a oui. absolument rien à voir. Ouais, c'est décevant. C'est décevant. Et donc, les Cantois, donc les ignobles, page 85, page 83, tome 2 de Concordance, sont autres que les ignobles créatures de bas étage qui brutalisent Ted Brotigan dans Cœur perdu en Atlantide. Ah voilà, c'est ça, oui. Ah, mais je l'ai lu, lui. Il était nul. Ouais, la première nouvelle était bien, le reste était vraiment pas très bien. Bien qu'il ait plus ou moins une apparence humaine, ces guerriers de l'œil croix-moisi sont en réalité des hybrides humains Tahin. Tout comme Tahin, des Cantois ont des corps humains et une tête d'animal. Néanmoins, là où la nature de la tête d'un Tahin peut varier, dans le cas des ignobles, la tête est presque systématiquement celle d'un rat roux, infesté de puces et affublé de plusieurs rangées de crocs. La description fait 2 pages. Je vais pas tout faire. Les Cantois dissimulent leur tête isolée sous des masques humanoïdes et qui pourraient les en blâmer, mais de près, la supercherie est rarement convaincante. Les masques de Cantois sont faits d'une sorte de latex vivant que l'on ne peut fabriquer, mais qu'on cultive comme de la peau. Étant constitués de matière vivante, les masques doivent respirer. Ce qu'ils font au moyen d'un trou rouge qui rappelle un œil rouge ensanglanté situé au niveau du front.
Ces trous rouges s'assèchent généralement lorsque les créatures passent dans un autre monde, ce qui est sans doute une bonne chose. Dans le cas contraire, elles auraient beaucoup de mal à faire passer pour des humains. Bref, très intéressant les 2 pages, mais ça résume vraiment tout. Incroyable. Pour ça, je disais que Concordance 2 était vraiment très bien. Ouais. Belle description. Mais à cette époque, Callan pense avoir simplement attiré un autre roi vampire, comme Marstenhaus avait attiré Barlow. Callan parle aussi des autoroutes occultes, comme des autoroutes Vaadash. La première qu'il trouve est littéralement une passerelle vers le New Jersey, cachée sous le pont George Washington, une passerelle construite par les industries Lamerck. C'est marrant parce que du coup, il y a Jake et Eddie qui se rappellent d'avoir traversé toute l'autoroute vers Topeka. Ouais. Et avec effectivement attention aux marcheurs et vive le roi Croix-Mazie, effectivement, c'était déjà des autoroutes qui passaient d'un monde à l'autre. Ouais. Et du coup, est-ce que les portails qui étaient gardés par Shardik notamment, c'est pas quelque part des autoroutes Vaadash, les débuts et la fin, Si, le aussi, péage. on se disait que c'était probablement ça. On sait pas, ouais. Non, on sait pas, hein, mais même cette histoire d'autoroutes occultes que tout le monde ne voit pas et qui pourtant sont construites par des industries et tout, j'ai un peu du mal à me le figurer. C'est des portes secrètes, en fait. Oui, c'est ça, ouais. C'est juste des portes que tu vois pas parce que t'es pas initié à les voir ou t'as pas. Ouais, mais vu qu'on en parle de passerelle, moi je vois vraiment genre un petit pont, tu vois. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que tu vois pas la passerelle si on t'autorise pas à la voir, en fait, ou si tu sais pas la regarder. Ouais. Il y a un peu l'effet de Indiana Jones 3 quand il passe le pont vers le Graal. Ah oui. Tu vois pas le pont si tu sais pas qu'il est là, en fait. Oui, ok. Ouais, en effet. Avant de partir définitivement de New York, Callan veut dire au revoir à Rowan McGruder. Mais son récit est interrompu par Rosalita, qui apporte un message. Eisenhart, le rancher, leur donne rendez-vous avec les Slightman et Jack à midi et leur fera un tour des terres avant de les amener au Rocking Bee, où ils dormiront cette nuit. Avant ça, Roland veut récupérer sa carte. Alors Callan va continuer son histoire en marchant et il répond à 2 questions de Roland. Oui, il a rencontré les gens qui laissaient ces messages, des gens aux yeux rouges cramoisis. Non, il ne pense pas que les loups sont des soldats du roi cramoisi. Juste pour revenir sur l'autoroute occulte, autoroute Vaadash, route secrète, route obscure, c'est page 440 du tome 2 de Concordance. Bien que la tour sombre ne contienne qu'un seul monde clé, et que ce monde clé ne contienne lui-même qu'une seule Amérique du Nord, d'autres niveaux de la tour contiennent eux aussi des Amériques alternatives, c'est-à-dire des versions alternatives des États-Unis. Ces Amériques alternatives sont reliées entre elles par des autoroutes cachées. Ces routes occultes ne sont pas seulement des ponts entre les mondes, ce sont des routes de l'ombre où l'on peut se perdre la mémoire, perdre son identité. Pour des gens ordinaires, ces routes sont dimes, c'est-à-dire quasi invisibles. Mais pour ceux qui ont besoin de leur liberté légèrement vénéneuse, pour ceux qui ont besoin de leur liberté légèrement vénéneuse, je n'ai pas compris ça, c'est pas grave. Elles sont une issue de secours. Après la mort de son ami proche, blablabla, le père Callan a emprunté ses routes pendant 5 ans. Dans Le Fléau, on découvre que Randall Flagg suit lui aussi les autoroutes occultes des Amériques. Ce qui est marrant avec le terme dim, c'est que en anglais, dim c'est quelque chose. Tu sais, quand tu veux baisser la lumière, tu dim the light. C'est quelque chose qui est un cran en dessous, qui est un variateur qui est presque transparent. Enfin, dans ce cas-là, que pourrait être presque transparent. Si tu sais pas qui est là, tu passes à côté. Ouais, c'est un caleçon aussi. On a déjà parlé. Tu veux reparler de ta cliente quand t'étais à la banque? Ah, je l'avais déjà raconté, merde, j'ai honte. J'ai honte. Mettez-le en commentaire si vous avez la ref. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ces 3 chapitres? Non, c'est très bien. J'ai eu du mal à m'arrêter là. Je voulais la suite. Oui. Ouais. On aura la suite au prochain épisode, le 19 décembre, où on lira du coup les chapitres 4 à 7 de cette partie 2. Waouh, grosse partie. Ouais. Ouais, il y a du boulot. D'ici là, retrouvez-nous sur les réseaux, venez nous parler sur Discord, laissez-nous des commentaires, des likes, dites-nous que vous aimez les previews Lyon, enfin les résumés de l'épisode précédent de Zef. Non, dites pas. En vrai, en plus, je sais que les gens, quand ils nous écoutent, ils sont comme moi, ils ont les mains dans l'eau, ils sont en train de conduire ou machin, donc ils laissent pas un commentaire tout de suite. Donc c'est compliqué. Non, dites rien, laissez des commentaires s'il vous plaît quand même, parce que c'est bon pour le référencement. Faites-nous vivre. Laissez des commentaires, des pouces en l'air, mettez des étoiles sur vos applications de podcast. Ça nous fera du bien. En tout cas, merci messieurs pour ce voyage avec vous. Merci à toi.
Et que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Et le double du compte pour vous. Le double du compte pour vous. J'ai lancé. Pardon, je suis en ouais, mais je suis un peu malade. Du coup, je vais faire une grand poil, je vais faire tout le temps sur ma piste. Il y en a un qui est un peu verdâtre, il va peut-être s'éclipser encore de route. Ah ouais. T'as mangé ce soir? J'ai mangé un peu de riz. Ok. Oui, bah bois surtout de l'eau. Ah oui, ouais, du lait, c'est malin ça, le lait. Ah, c'est pas bon, c'est vrai. Non, c'est pas terrible là. Ou alors du fromage, tu sais, du fromage très affiné, il n'y a plus de lactose dedans. Sinon, c'est pas. Ouais. Bah, le kiri, il n'y a pas de lactose. Oh, la kiri, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose dedans. Ah, c'est peut-être pour ça que j'ai envie de chier à chaque fois que je mange un kiri. C'est une bonne réflexion. C'est une bonne réflexion. C'est possible. C'est possible que ça vienne de là. Et le double du coût pour vous. Ouais, très bien. La connexion Internet a tenu. Ouais, t'as eu des petits... T'as perdu une ou deux fois. Ouais. Bon, on a fait semblant d'avoir compris ce que tu disais, mais comme c'était le résumé, on savait. C'était bon. Oui, c'est facile. A priori, j'ai pas des hot takes que vous loupez. Ça aurait été pour un moment où tu donnais ton avis sur un truc, on aurait peut-être été un peu plus emmerdé, mais là, c'était sur le résumé, donc ça allait. Ouais, ça va.